Bon matin tout le monde, bienvenue à ce 38e épisode du Meeting des ventes du lundi. Mon nom est Simon Harvey et je suis stratège en développement des affaires. Pour ceux qui joindraient à nous pour la première fois, le principe du show est assez simple. On se rencontre le lundi matin live sur LinkedIn, YouTube, Facebook. Vous pouvez bien sûr aller le réécouter sur ces plateformes-là et sur les différentes plateformes de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et ainsi de suite. Donc le principe, on se rencontre le lundi matin, on parle de vente, de développement des affaires. Je vous partage mes expériences, mes points de vue, mes concepts et on échange ensemble là-dessus. Je reçois vos questions live dans le chat. Vous pouvez aussi communiquer avec moi via courriel avant le show à info@nomisco.ca. Je veux juste revenir un petit peu rapidement sur la semaine dernière. On recevait Louis Bello, une super belle entrevue. J'ai beaucoup de plaisir à discuter avec Louis, tant en live comme ça que quand on se rencontre, lui et moi, offline, si on veut. Toujours très, très, très enrichissant. Un petit point par contre, j'avais promis à Louis de le faire en ouverture de show. C'est difficile présentement de répondre aux commentaires sur LinkedIn. Donc, on peut liker, mais quand je veux répondre, ça me ramène dans le show. On en a parlé souvent, j'adore LinkedIn, mais on ne se cachera pas que de ce temps-là, la plateforme nous rend pas la vie facile, que ce soit les problèmes techniques qu'on rencontre. D'ailleurs, si vous avez encore des sous-titres qui apparaissent, c'est de votre côté, c'est pas moi qui les gère, c'est de votre côté, il faut enlever ça, là, vous pesez sur CC qui est pour Closed Captioning, puis vous les aurez plus. Mais LinkedIn ne nous facilite pas la vie, puis c'est encore ça au niveau des commentaires. Donc, je tenais à le préciser en ouvrant le show. Ce matin, je vais vous parler, excusez-moi, je vais vous parler des mythes de la vente. Sous différents aspects, les choses qu'on entend, les choses qu'on croit, puis qu'est-ce que c'est ma perspective là-dessus. On va commencer tout de suite. Je les ai comme définis en grands blocs. Donc, on peut parler au niveau des mythes. Bien, il y a bien sûr les mythes au niveau du vendeur, au niveau de l'acheteur, au niveau du patron. Si vous avez un patron, si vous avez un directeur des ventes, un VP des ventes, un propriétaire d'entreprise, qu'est-ce qu'il pense? Donc, je vais commencer de ce côté-là. Puis, on va aller tout de suite dans le plus crunchy ou celui qui, selon moi, a le plus de mythes. Au niveau du vendeur. On entend souvent des choses au niveau du vendeur. Des stéréotypes, des mythes, des choses qu'un bon vendeur fait, un moins bon vendeur ne fait pas. Un qui vient en tête tout de suite, puis c'est de dire qu'un bon vendeur est capable de vendre un frigo à un Esquimau. Si c'est ce que vous pensez qui est un bon vendeur, vous êtes en plein dans les mythes. En fait, je vous dirais que c'est même pas un mythe, c'est une fausseté. Un bon vendeur ne vendrait pas un frigo ou un Esquimau parce qu'il n'y a pas de besoin. Un bon vendeur prend la peine de bien cerner les besoins de son client et de lui offrir une solution qui est alignée avec ses besoins, qui lui convient. Donc, je vous parle souvent de mes 4 valeurs de vente qui sont rendre les gens remarquables, apporter de la valeur en continu, être éthique et apprendre et expérimenter rapidement. Mais quand on parle de vendre un frigidaire à un Esquimau, on est dans la zone éthique. Et quelqu'un qui ferait ça ne vendrait pas de façon éthique, ne vendrait pas de façon correcte et, selon moi, ne se qualifie pas pour être un bon vendeur. Un bon vendeur, comme je le dis, va prendre la peine de bien cerner, de bien comprendre les besoins de son client et de l'orienter vers la bonne solution. Quitte même à dire non, quitte à l'envoyer vers un concurrent parce que ce n'est pas lui qui a la meilleure solution. Donc, c'est le premier que je voulais parler. Puis justement, parler, on dit souvent, tu sais, un vendeur, en fait, un vendeur parle souvent qu'il a besoin de parler, qu'il a besoin de parler beaucoup, de masquer le silence, de ne pas avoir de vide. Je vous ai peut-être déjà partagé que le silence en vente, en développement des affaires, est une arme redoutable. C'est très puissant, la nature ayant horreur du vide. Si vous êtes capable de contrôler votre silence, si vous êtes capable de rester silencieux un peu plus longtemps, un peu comme une game de chicken, votre interlocuteur, votre prospect, votre acheteur risque de vous donner, de reprendre la parole et réouvrir la conversation puis vous partager de l'information. Donc, ce qui est important pour un vendeur, ce n'est pas de parler beaucoup, c'est d'écouter beaucoup. Vous avez sûrement déjà entendu, on a une bouche, deux oreilles, on devrait écouter 2 fois plus qu'on parle. Je vous dirais qu'en vente, c'est encore plus important. Par contre, ce qui arrive, c'est qu'on est nerveux.
On veut bien paraître, on veut aller chercher la vente. Donc, on s'assure d'en parler, de parler, de parler. On ne veut rien oublier. Mais ce qu'on oublie dans tout ça, c'est de poser des questions au client, de s'intéresser à lui, de vraiment le mettre au centre de notre présentation ou au centre du moment. C'est lui qui est important. C'est pas ce que vous savez, c'est ce que lui a besoin de savoir qui est vraiment important. Donc, puis aussi, on dit souvent qu'un bon vendeur, c'est tout à propos de son produit, c'est tout à propos de son industrie. C'est faux. C'est correct de ne pas savoir quelque chose, c'est correct de ne pas avoir toutes les réponses, c'est correct de ne pas de juste dire je ne le sais pas. Ce qui n'est pas correct, c'est de ne pas revenir. Donc, si vous êtes un client que vous n'avez pas la réponse à ce moment-là, que vous devez vous informer, bien, revenez-lui. Il ne faut pas le laisser dans le néant, il ne faut pas le laisser. Je l'ai dit, la nature a horreur du vide. Si votre client, vous lui avez dit que vous allez lui revenir, puis vous ne revenez pas, il va se créer une histoire pour combler ce vide-là. Et généralement, cette histoire-là ne sera pas à votre avantage. Petite gorgée de café. Parce qu'on se le dit, c'est lundi matin. Et ça a été un beau week-end, mais je me suis couché tard à quelques reprises ce week-end-ci. Toujours dire oui aussi. Puis ça me lie. Bon, j'ai Benoît qui me dit que LinkedIn bug encore. Effectivement, puis je ne vous cacherai pas que je suis en train de réfléchir très sérieusement à arrêter de diffuser sur LinkedIn puis me concentrer sur Facebook et sur YouTube parce que trop de problèmes dans les dernières semaines. Revenir à toujours dire oui, puis ça m'amène avec un mythe du client que le client a toujours raison. Ces deux-là sont un peu reliés si on veut. C'est faux. Vous êtes l'expert. Vous savez mieux. Le client s'est tourné vers vous pour combler un de ses besoins. C'est à vous de l'amener vers la meilleure solution. C'est à vous de lui proposer qu'est-ce qu'il y a de besoin. Je vais juste revenir. J'ai Kevin qui dit moi aussi, j'ai horreur du vide, des longs silences et malaisants. Après quelques minutes, secondes, je risque de lui envoyer une question, lui attendre qu'il parle en premier. Ben, c'est exactement ça. Ça, là, Kevin, c'est un point très important. C'est une arme secrète que je te dirais. Garde ça dans ton coffre à outils, puis utilise cela. Et tu vas voir, la personne, quand tu es en négociation, va t'en redonner, va continuer, va reprendre la balle au bon, puis va aller plus loin. Et j'ai René Lahaye qui me dit sur YouTube, bon point, le client va se créer une histoire. Effectivement, le client va foncer là-dedans. Donc, le client aussi, on se dit, a toujours raison. C'est pas vrai. On en a déjà parlé l'année dernière dans la première saison qu'un client, un bon non vaut mieux qu'un mauvais oui. C'est aussi vrai avec un client, c'est-à-dire que si votre client vous demande quelque chose, vous ne croyez pas que ça va être la solution, lui dire non. Vous n'êtes pas obligé de dire oui. Le client n'a pas toujours raison. Même s'il est dans une situation où est-ce que le client voudrait avoir raison, le client pense qu'il a raison et s'obstine avec vous, vous êtes l'expert. Et si on est dans un cas de conflit, bien, il y a moyen aussi de désamorcer cette situation-là, de rendre ça plus agréable ou moins dommageable pour votre entreprise. C'est aussi une question d'offrir des solutions de rechange, de dire non à ça, mais je te propose ça. Donc ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place pour éviter des problématiques de ce côté-là. Si on continue, ça, puis c'est mon compétiteur préféré, Dave, qui m'a posé la question sur le post cette semaine, à propos des extravertis. Donc, on pense souvent qu'un bon vendeur, les mythes de la vente, un bon vendeur, c'est, tu sais, en langage un peu plus cru, c'est un extraverti, une grande gueule, tu sais, il prend de la place. Est-ce que c'est nécessairement les bons vendeurs? Pas toujours. En fait, rare. C'est pas parce que tu es extraverti que tu vas être un bon vendeur et de l'autre côté de la médaille, c'est pas parce que tu es introverti que tu ne seras pas un bon vendeur. On associe souvent extraverti et introverti au niveau de la gêne. Donc, quelqu'un qui est plus timide, on va dire qu'il est introverti, mais c'est pas directement relié. Là, je ne rentrerai pas là-dedans, c'est pas exactement ma zone d'expertise introverti, extraverti, mais ce que je veux vous mentionner, c'est qu'il y a plusieurs introvertis qui sont de très, très bons vendeurs. L'important, c'est de travailler sur ses forces, de savoir où aller et de mettre un environnement qui vous convient. Donc, un introverti, tu seras peut-être moins à l'aise d'aller faire un pitch de vente devant 35 personnes. Ceci étant dit, ce n'est pas nécessairement le cas parce que si vous regardez, il y a beaucoup d'introvertis qui font du théâtre, qui font du cinéma, qui font
qui font plein de choses. Puis j'ai René qui rajoute, René Lahaye, qui dit la vente est un don inné. Effectivement, on pense que la vente, tu l'as ou tu ne l'as pas, ça ne se forme pas. Je vous dirais que c'est beaucoup plus une question de personnalité. Si tu es capable de t'intéresser aux gens, si tu es capable de poser des questions, c'est quelque chose qui va t'aider grandement, beaucoup plus que d'être Tu sais, je veux dire, tu peux avoir des aptitudes à la base, mais il faut que tu les développes, ces aptitudes-là. Un peu comme n'importe quel athlète, n'importe quel sportif. Joueur de hockey peut avoir des talents à la base, mais il doit quand même se pratiquer. Bien, c'est un peu cette chose-là aussi qu'il faut faire. C'est pas inné, puis c'est pas facile, et c'est pas, comment je vous dirais, il faut quand même se pratiquer, il faut quand même continuer à mettre des efforts pour se développer en vente, en développement des affaires. C'est pas parce que tu as un don que tu n'as pas à le travailler. Si je reviens à mes analogies de sport, j'écoutais dernièrement un documentaire sur le Dream Team de 2008, aux Olympiques à Barcelone, Dream Team de basketball américain qui n'avait pas gagné depuis une douzaine d'années. Et Kobe Bryant, qui était probablement le meilleur joueur à ce moment-là au basket, se levait tous les matins à 5 heures, était dans le gym à 5 heures tous les matins pour se préparer. Bien évidemment, ils ont gagné. Mais si un gars comme ça, qui est comme on va dire, qui est au top of his game et doit se pratiquer, on doit tous continuer à mettre des efforts pour développer nos skills. Je reviens aussi, on pense souvent on attache souvent le lien, ou on fait souvent le lien qu'un vendeur dans notre tête, c'est comme un vendeur d'auto-usagers ou un mauvais télémarketeur. Il va te vendre n'importe quoi, il ne t'écoutera pas, un manque de raffinement, ou parfois même peut même être grossier. Puis, on l'a tous vu, là, les caricatures de vendeurs d'auto-usagers, mais c'est pas ça, être vendeur. Être vendeur, c'est prendre la peine de poser des questions à ton client, prendre la peine de t'intéresser à lui. C'est pas de parler beaucoup sans écouter, je l'ai dit en entrée de jeu, c'est de prendre la peine de maîtriser les silences, c'est de poser des questions ouvertes, poser des questions fermées. Donc, c'est-à-dire des questions où est-ce que le client a besoin, ou le prospect va avoir besoin de développer, et des questions qui se répondent par oui ou non. Si on rentre un peu plus en neurosciences, on peut conditionner un client avec les 3 oui successifs pour que par la suite, il soit plus enclin à nous dire oui à la quatrième demande. L'importance du pitch. Ça, on l'entend souvent aussi. Simon, il faudrait que tu m'aides à travailler mon pitch. Ça prend mon pitch. Oui, ton pitch est important. Mais dans un processus de vente, le pitch est relativement à la fin. Si vous avez bien fait les premiers critères, c'est-à-dire l'acquisition de votre clientèle, la qualification de votre clientèle, la prise de besoin, qui est souvent une démarche ou un point crucial dans votre processus et qui est parfois négligé. Ensuite de ça, le développement de la solution. Vous pouvez avoir différents produits, différents services. Qu'est-ce que vous avez besoin d'offrir à votre client? C'est là que la game se joue. Ensuite de ça, quand vient le temps de faire votre proposition, on en a parlé quand j'ai fait le show sur les propositions de service, mais personnellement, je crois que quand un client vous demande d'avoir une proposition, quand il vous demande d'avoir ce qu'on appelle aussi une offre de service, il y a une grosse partie de son processus d'achat qui est déjà fait. Il reste juste à réfléchir, à cristalliser ça. Mais à ce moment-là, vous êtes rendu loin. Fait que votre pitch, oui, est important. Oui, de bien comprendre ce que vous avez à dire, mais un bon pitch ne réussira pas à sauver un mauvais processus de vente. Si vous n'avez pas bien fait votre qualification, si vous n'avez pas bien fait votre prise de besoin, vous avez beau avoir le meilleur pitch au monde, vous ne réussirez pas. Vous n'aurez pas le succès auquel vous vous attendez. Donc, le pitch est important, mais ce n'est pas que ça. Il y a plein de choses d'autres à regarder de ce côté-là. J'en ai déjà parlé aussi, le fameux « j'ai jamais rien vendu ». Donc, je ne peux pas vendre, j'ai jamais rien vendu. On a tous déjà vendu quelque chose. Tous. Du plus introverti au plus extraverti, du plus timide au moins timide. Tout le monde a déjà vendu quelque chose. On vend tous la même chose. On vend des idées. Donc, que vous ayez commencé à 3, 4, 5 ans, 6 ans, quand vous avez décidé d'aller un petit peu plus loin en vélo, à 16, 17, 18 ans, quand vous avez emprunté l'auto de vos parents un samedi soir, à un peu plus vieux, quand vous avez négocié une promotion, une augmentation de salaire, c'est tout vendre, ça.
Vendre, on pense que c'est nécessairement un échange monétaire, un échange pécunier, mais c'est pas nécessairement le cas. Vous pouvez vendre une idée, vous pouvez vendre, tu sais, vous avez vendu un projet à votre entreprise pour, je ne sais pas, faire un agrandissement, changer les ordinateurs, peu importe. Vendre, ça peut être ça aussi. Il faut enlever aussi cette notion que vendre, c'est sale. C'est un mythe aussi, là. On pense que, tu sais, on trouve un paquet de beaux noms, puis, tu sais, conseiller, spécialiste, si ça, représentant, un paquet de beaux termes pour éviter de dire vendeur. Parce que vendeur a une mauvaise connotation et est un peu teinté. Puis comme je le disais tout à l'heure, tu sais, on dit vendeur, on pense vendeur porte-à-porte, on pense vendeur d'auto-usagers, on pense mauvais télémarketeur, mais c'est pas que ça, vendre. Et vendre est à la base de nos interactions. Donc, vous vendez dans toutes vos interactions, vous vendez. Que ce soit vous, que ce soit vos idées, que ce soit un produit, un service, vous vendez à tout moment. J'ai René Lahaye qui me répond: les gens ne veulent pas vendre. Les vendeurs sont malhonnêtes et utiliseront des méthodes sournoises pour réaliser des ventes. Écoute, c'est superbe, René. Merci de ton commentaire. Parce que c'est effectivement quelque chose qu'on entend souvent. Et là, on revient encore au niveau de l'éthique. Il y en a des mauvais vendeurs, il y en a ce qu'on va appeler des crosseurs. Il y en a dans toutes les sphères, dans toutes les entreprises, dans toutes les professions. Vous avez juste à regarder les scandales qui sortent, là, puis on va parler de conseillers financiers, fait que Vincent Lacroix, on va penser tout ce qui s'est passé chez ce qui était Roche, qui est devenu Norda Stello, quelque chose comme ça, que ça soit chez... voyons, il y en a d'autres, là. Des scandales, des gens croches, il y en a dans toutes les professions. On semble penser que la profession de vendeur est surreprésentée. Pas nécessairement, mais on a tous déjà eu affaire, on s'est tous déjà fait avoir. Sur Amazon, ils appellent ça le buyer's remorse, donc des remords d'acheteurs. Vous avez acheté quelque chose, puis là, vous le regrettez. Et vous mettez le blâme sur le vendeur. Le vendeur a fait sa job jusqu'à un certain point, vous a convaincu. Peut-être plus que vous auriez voulu, mais c'est pas juste la faute du vendeur. Et il y en a de moins en moins de ces gens-là. On en voit exploser une fois de temps en temps sur les réseaux sociaux, mais généralement, ils ne font pas long feu parce que ça se sait assez rapidement. Les gens perdent confiance. Et c'est la chose la plus importante, je vous dirais, dans votre vente, dans votre développement des affaires. Avoir la confiance de vos interlocuteurs, avoir la confiance de vos clients, prospects, c'est primordial. C'est ce qui va vous permettre de perdurer dans le temps, d'être là dans 5, 10, 15, 20, 25 ans. C'est d'avoir la confiance, d'avoir le respect de vos interlocuteurs. Donc, ça fait un peu le tour des mythes au niveau du vendeur. Il y a les mythes un petit peu, puis on y a touché au niveau du client, au niveau de l'acheteur. Il y en a un aussi qui est intéressant, c'est pour le client, il y a juste le prix qui compte. Il y a juste le prix qui compte, c'est juste monétaire. C'est pas le cas. C'est un mythe, ça aussi, parce que, en fait, le client, ce qu'il cherche à avoir, c'est pas le meilleur prix, c'est le meilleur rapport qualité-prix, c'est d'en avoir un maximum pour son argent. Donc, c'est pas d'avoir le meilleur prix, c'est pas une course vers le bas, c'est pas celui qui va vendre le moins cher, c'est celui qui va offrir le plus de valeur par dollar. Donc, c'est là que vous devez vraiment travailler votre proposition. Le fameux pitch dont je parlais tout à l'heure, dans la prise de besoin et la construction de votre solution, c'est là que vous devez mettre l'emphase. Et quand vous êtes capable de vraiment prouver la valeur de ce que vous faites, votre pitch va se faire tout seul. Ça va couler et vous n'aurez pas à le retravailler pendant des mois, des semaines. Ça va être assez simple. Le client va le voir par lui-même. Mais effectivement, le prix a une certaine importance aussi. Et je veux dire, on vit tous là, une période un peu plus difficile, beaucoup d'incertitudes économiques. Bien, d'avoir un prix compétitif, c'est important. Mais le client ne cherche pas que le meilleur prix. Il y a des produits très de luxe, vous le savez, là, on parle de voitures, on parle de bijoux, de montres, de vêtements. Il y a des choses très de luxe. Bien, il y a des gens qui veulent ça. Pour eux autres, d'avoir une Bentley en avant de la maison a une valeur et c'est important, mais on est peut-être dans les plus riches, mais vos clients veulent aussi bénéficier d'un très bon rapport qualité-prix.
quand on fait de la prospection, quand on fait du développement des affaires, puis c'est des choses que j'ai entendues souvent. Ah ouais, mais j'irai pas voir ce client-là, il est déjà bien servi. Vous ne le savez pas. Et on ne sait pas ce que le futur nous réserve. On ne sait pas ce qui nous pend au bout du nez. On ne sait pas, tu sais, le fameux fournisseur qui fait bien sa job peut tomber demain matin, peut tomber en faillite, peut avoir des backorders, peut avoir pénurie de main-d'œuvre. Ils peuvent s'obstiner pour quelque chose de complètement différent. La vie est drôlement faite. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui est déjà là que vous ne pouvez pas arriver là. Vous ne pouvez pas prendre la place. Prenez une chance, allez poser des questions, puis peut-être que vous allez mieux le servir, peut-être que vous allez poser des questions qui vont faire que votre client va changer de perspective. Puis ça vous est probablement déjà arrivé, vous rencontrez quelqu'un, moi je fais du réseautage, puis là, ben, je parle avec quelqu'un, je suis déjà servi dans différentes sphères de mon entreprise, puis là, cette personne-là me fait réaliser, hey, tabarnouche, il n'y a jamais personne qui m'a posé cette question-là, tu m'amènes vraiment ailleurs, je vois la valeur que tu pourrais m'amener. Ben, je suis déjà servi, mais cette personne-là a réussi à me faire avoir une valeur supplémentaire, a réussi à me faire avoir quelque chose que je n'avais pas vu, puis je développe un intérêt peut-être pour aller faire de la business avec elle. Le fameux Ah non, non, mais j'ai pas besoin de m'en occuper, le client, il m'aime. Ça, c'en est un que je trouve difficile dans le sens où est-ce que, oui, c'est du human to human, qu'on fasse du B2B, du B2C, c'est du human to human, et il y a une partie de relationnel là-dedans. Mais le terme aimer, si vous ne vous reposez que sur le fait que votre client vous aime, ben les palais de justice sont remplis de gens qui se sont aimés à un moment donné et qui ont divorcé. Donc, aimer, c'est pas une fin en soi, il faut l'entretenir. Il faut s'assurer que votre client voit encore là la valeur que vous lui amenez. Vous devez, si vous voulez, encore là, comme un couple, si vous voulez durer, il faut entretenir ça. Il faut vous s'assurer que vous restiez attirant, que vous restiez pertinent aux yeux de votre client, que vous ne le prenez pas pour acquis. Donc, qui vous aime, oui, mais reposez-vous pas juste là-dessus. Il faut aussi se tourner vers les autres points. On en a parlé tantôt, mais le fameux « le client a toujours raison ». Ben non, le client n'a pas toujours raison. Puis c'est vous le spécialiste. Puis des fois, c'est vous qui allez dire hey, tu pensais pas, c'est ça que tu me demandes, tu me demandes telle chose, mais moi je pense que dans ta situation, dans ta réalité, tu serais mieux avec telle solution, ça serait plus avantageux pour toi. Ensuite, les clients sont tous pareils. Tous mes clients sont comme ça, tous mes clients vont lâcher, tous mes clients. De généraliser au niveau des clients, c'est très dangereux parce que chaque client est unique, chaque personne est unique, mais chaque client est unique, ils ont chacun leurs besoins, ils ont chacun leur réalité, sont à différents points dans leur parcours aussi. Donc, de prendre pour acquis qu'ils sont tous pareils, puis ça, c'est quelque chose qu'on rencontre souvent là, comme vendeur, puis je l'ai fait comme tout le monde aussi, de dire « Ah non, non, mais mes clients ne prendront pas ça » ou « Non, mes clients n'embarqueront pas dans cette promotion-là » pour me revirer puis me rendre compte que j'ai 40, 45, 60% de mes clients qui ont décidé d'embarquer. Parce que je le mets, tu sais, j'utilise mon paradigme, mes lunettes pour voir, pour créer une réalité qui s'adapte à mes clients. Si on continue, il y a le fameux, au niveau de la direction, que ce soit président d'entreprise, propriétaire d'entreprise, directeur des ventes, VP des ventes, ainsi de suite. Eux autres aussi ont certains mythes vis-à-vis de la vente. Le premier est au niveau de l'argent, de dire que la façon de gérer un vendeur, la seule façon de gérer un vendeur, la seule façon de s'assurer qu'il fait ce qu'il a à faire, c'est de le payer 100% commission. Pensant que la seule motivation d'un vendeur, c'est l'argent. Ce qui est encore là, c'est faux. Il n'y a pas que l'argent. Oui, l'argent est important. Oui, c'est quelque chose qu'on a tous besoin parce qu'on a une réalité, on a tous une réalité. Là, on a des comptes à payer, on a une hypothèque, on a une auto, on a une épicerie, il faut qu'on s'habille, il faut qu'on a les enfants et tout et tout. Mais l'argent n'est pas la seule source de motivation d'un vendeur. Donc, il y a, comme tout le monde, il y a un besoin de reconnaissance, il y a un besoin de voir qu'il y a un futur qui peut grandir avec l'entreprise. Donc, de regarder ça, de penser qu'il y a d'autres choses que la commission, c'est pas faux. Ensuite de ça, il y a souvent des patrons qui vont dire, ben la vente, it's a numbers game. Donc, fais le plus d'appels possible dans une journée. T'en fais 50, t'en fais 100, t'en fais... C'est ça, tu sais, j'ai besoin que tu me les passes comme une machine à saucisses plutôt que d'investir sur la qualité. Donc, il y a certains patrons qui vont vous demander de faire 10 appels par jour, 20 appels par jour pour en sortir un bon.
Est-ce que c'est plus avantageux que de faire 2 appels par jour pour en sortir un bon, mais 2 bons appels par jour, bien préparés, bien structurés, avec une méthodologie, avec un plan beaucoup plus, j'appellerais ça, beaucoup plus chirurgical, beaucoup plus précis comme approche? Bien, moi, je crois que oui, que c'est beaucoup plus payant à long terme, mais même à court terme, de prendre cette approche-là que de prendre une approche de quantité, de tout garocher sur le mur puis de voir ce qui colle. Personnellement, c'est pas ce que je crois. Que la job de vendeur, c'est facile. Que, tu sais, ce qu'on fait dans une journée, puis je vais lever ma tasse, là, on prend du café, on se promène en auto, on parle au téléphone, on va manger au restaurant. Oui, bon, oui, ça fait partie de la réalité des ventes, ça. Ça, c'est le bon côté. Ça, c'est le côté que les gens voient. Mais il y a tout l'autre côté aussi. Puis si vous êtes en entreprise, si vous êtes entrepreneur, vous en faites du développement des affaires. Vous le savez que c'est rough. Puis quand vous aurez une équipe de vente, rappelez-vous comment vous trouviez ça rough de faire du développement des affaires. Vous avez un vendeur, vous dites, OK, il y a ces aptitudes-là, il y a ces skills-là, c'est plus dans son ADN. Oui, peut-être, mais c'est pas plus facile. Dans le sens qu'on se fait dire non. On se fait fermer la porte au nez. Il faut travailler, il faut en mettre des efforts pour avoir une rencontre, pour par la suite avoir un oui pour vendre. C'est pas facile. C'est une job qui est exigeante. Puis, je peux vous parler de mon expérience personnelle, mais on me disait souvent, ah, c'est cool, Simon, tu te promènes, tu es dans les hôtels, tu manges dans les restaurants. C'est quand même le fun, effectivement, le premier 3-4 semaines. Puis quand tu te réveilles un mercredi soir d'automne dans une chambre d'hôtel, puis tu n'as aucune idée si c'est à Bécomo, à Gaspé ou à Trois-Rivières, ben c'est un peu rough. C'est la réalité de bien des vendeurs, de bien des gens qui passent sur la route de représentants. J'ai René qui dit travailler avec des humains qui demandent des habilités à apprendre, sinon, oui, ce sera rough. Effectivement. Je pense que, puis c'est les bons vendeurs, comme la plupart des personnes qui performent bien dans leur profession, c'est des gens qui ont le désir, le goût d'apprendre, de s'améliorer, de se perfectionner, de se développer, donc de développer des skills techniques, des skills humaines. On parlait la semaine dernière avec Louis, de quotient émotionnel, quotient financier, quotient intellectuel, ben c'est des gens qui sont capables de se développer de tous ces côtés-là. Terminer un dernier coup, au niveau du boss, ben le patron peut penser que les vendeurs perdent beaucoup leur temps. Parce que, ben là, il y a juste 10 calls à faire dans sa journée. Mais faire 10 appels, 10 bons appels, ça prend quand même du temps. Il faut se préparer. J'en parle souvent, mais l'importance de la préparation en vente, en développement des affaires, pour moi, c'est crucial. C'est ce qui fait la différence entre un bon taux de succès et un taux de succès plutôt médiocre. Dernier point, dernier mythe que je voudrais aborder, c'est que vendre du produit, vendre du service, c'est différent. Ah non, mais tu ne comprendras pas, Simon, moi, ce que je vends, là, c'est différent. C'est bien spécifique. Mais ultimement, je le dis souvent, c'est vendre, c'est vendre. Qu'on vende un produit, qu'on vende une idée, qu'on vende un projet, vendre, c'est vendre. Il faut comprendre c'est quoi le besoin, c'est quoi les triggers, qu'est-ce que notre interlocuteur cherche à résoudre comme problème, c'est quoi notre solution, comment se compare notre solution et bien évidemment, est-ce qu'on est compétitif. Mais un produit et un service, c'est somme toute la même chose. Le produit résout un problème direct. Le service, ça peut être un peu plus nébuleux, un peu plus flou, comment ça règle un problème, mais ça règle un problème pareil. Je veux dire, les gens qui viennent me voir pour que je les aide en développement des affaires, c'est un service, mais ça résout un problème, ils ont un problème en développement des affaires. Quelqu'un qui vend une tasse, c'est peut-être plus concret, parce que si je n'avais pas de tasse, ben, mon café serait répandu sur mon bureau. Donc, on le voit directement, mais c'est la même chose, ça répond c'est là pour résoudre un problème. Donc, si vous avez de la difficulté aussi à vendre votre service, voyez-le peut-être comme packagez-le. On parle souvent de forfait, mais créez un forfait, créez un package, créez quelque chose d'unique au niveau de votre service avec des spécificités. Donc, qu'est-ce que ça comprend, puis ainsi de suite. Traitez-le peut-être un peu plus comme produit. Ça devrait vous aider à mieux le vendre. Ça fait un peu le tour de ce que j'avais pour ce matin au niveau des mythes de la vente. On pourrait en parler pendant des heures. Je veux dire, j'ai juste effleuré, je ne suis pas allé en détail dans aucun des points, mais ça demeure qu'il y a beaucoup de mythes au niveau de la vente. Il y a beaucoup de choses qui sont fausses. On pense, comme je le disais, que la vente c'est sale. On l'a dit à quelques reprises, puis j'ai plusieurs gens dans le chat qui l'ont partagé, mais que
au niveau de l'éthique des vendeurs. Puis c'est quelque chose pour moi qui vient me chercher parce que je considère que c'est très important d'être éthique, de savoir dire non, de savoir mettre ses limites, de vendre la bonne chose à la bonne personne, au bon prix, au bon moment, pour les bonnes raisons. C'est ce que, pour moi, est de la vente éthique. Donc, ça fait le tour de ce qu'on avait, ce que j'avais à discuter ce matin pour le 38e épisode du meeting des ventes du lundi. Je vous remercie de votre présence. Je vais tenter cette semaine de répondre à vos commentaires, questions. Comme vous le savez, LinkedIn nous rend la vie un petit peu difficile de ce temps-là, mais je vais tenter de le faire quand même. On se revoit la semaine prochaine. On va déjà avoir un autre invité qui va se joindre à nous pour venir parler de son optique de vente, de développement des affaires, comment elle fait ça et comment nous partager certains de ses trucs. Si vous avez des questions, des questions, commentaires, insultes ou injures, je vous invite à communiquer avec moi à info@commercialnomisco.ca. Vous pouvez aussi me rejoindre sur LinkedIn, l'avatar que vous voyez ici. C'est ce que vous allez retrouver sur LinkedIn si vous faites une recherche Simon Harvey. Ça me fait toujours plaisir de discuter avec vous, de prendre un café virtuel ou si vous êtes dans la région de Québec, on peut toujours aussi trouver un moment pour aller prendre un vrai café. Toujours agréable de voir les gens. Je vous remercie. Bonne semaine, bonne vente et à lundi prochain. Bye tout le monde.